Cette nuit-là, à Kingston, un micro a suffi à fissurer la fête. Dans la chaleur d'Emancipation Park, l'ovation a basculé quand une question a transformé la fraternité en soupçon d'ingérence. Que vaut la souveraineté quand Ibrahim Traoré semble jauger la dignité d'un pays devant le monde? Et si, ici, le silence pesait plus que la victoire verbale? La promesse est simple: aller au-delà du fracas et tenir une ligne de principe. Pour le spectateur, le bénéfice est immédiat. Comprendre en 10 lignes la mécanique entre respect, parole et pouvoir. Cette histoire n'est pas un duel d'ego. Elle part d'un geste public mais se prolonge dans une grammaire politique. Comment une petite nation transforme une gêne en affirmation. Et comment un dirigeant comme Ibrahim Traoré peut, par une phrase, déplacer le centre de gravité d'un débat. L'enjeu n'est pas de juger l'intention, mais de suivre les effets, la scène, la temporalité, puis la recomposition des interprétations. Le récit se tiendra à une règle stricte: ne pas surinterpréter, ne rien inventer et faire ressortir seulement ce qui est visible dans la séquence. Un détail servira de fil conducteur: les 48 heures de silence choisi, devenu un langage en soi. Et une question demeure: si la polémique a mis le feu, qui a contrôlé l'oxygène? Un fait ressort immédiatement. La réponse la plus commentée n'a pas été une riposte, mais 48 heures de silence tenu. Dans le même intervalle, l'attention jamaïcaine pour l'actualité africaine glisse de 68% à 51%, comme si l'orgueil piqué avait réveillé la curiosité. La scène de départ paraît presque évidente: un soir de célébration, des drapeaux, des tambours, une foule danse à Émancipation Park. Ibrahim Traoré arrive pour saluer des liens de diaspora, et l'ambiance porte la promesse d'une fraternité sud-sud. Puis, au milieu du discours, une question coupe le rythme. Qui écrit réellement les lois? Qui façonne la politique? En quelques secondes, l'ovation se fragmente. La caméra attrape des visages qui hésitent, des applaudissements qui s'éteignent, et la frontière entre hommage et intrusion devient floue. À partir de là, l'épisode bascule dans la simultanéité contemporaine. Les clips se découpent, les traductions se multiplient. Sur les réseaux, deux hashtags s'opposent et simplifient. Hashtag Stand with Traoré d'un côté, hashtag Respect Jamaïca de l'autre. Ce n'est plus seulement un discours, c'est un miroir tendu à une île qui connaît, mieux que quiconque, le poids des ombres coloniales. Les commentateurs y lisent tantôt un électrochoc nécessaire, tantôt une leçon d'humilité manquée. Et dans cette polarisation, une question plus froide émerge: quel est le bon tempo quand l'émotion est de mondial? Dans les ministères jamaïcains, l'hésitation est stratégique: répondre vite, ignorer ou attendre. La décision tombe, et elle est contre-intuitive. On laisse refroidir l'incendie 48 heures, ce délai devient message: honorer l'Afrique sans céder la maison. 2 jours plus tard, quand le Premier ministre prend enfin la parole à la télévision, l'axe se déplace. La démocratie n'est pas un totem, dit-il en substance. Elle se pratique. La souveraineté n'est pas une posture. Elle se défend par la tenue. C'est là que s'ouvre la curiosité centrale. Si les mots ont allumé le feu, ce silence a-t-il déplacé l'oxygène? Le guide de lecture, ici, n'est pas le visiteur, mais l'homme qui attend avant de répondre. Le Premier ministre jamaïcain entre dans l'histoire non comme un protagoniste blessé, mais comme un gardien de seuil, celui qui doit préserver la dignité nationale sans casser la fraternité. Cette posture donne une clé pour lire tout le reste. L'incident n'est pas seulement un moment viral, c'est un test de maturité institutionnelle en public. Premier exemple, la scène télévisée. Le ton est bas, presque pédagogique. Pas de triomphalisme, pas de colère. Il ne parle pas d'attaque, il parle de pratique. Il ne réclame pas des excuses, il pose un cadre. En quelques phrases, il retire au débat sa tentation de duel d'ego. Le message implicite est précis:
on peut accueillir un frère sans lui remettre les clés de la maison. L'effet immédiat n'est pas la victoire rhétorique, mais la stabilisation. On referme la porte à l'escalade émotionnelle et on rouvre l'espace de la discussion civique. Deuxième exemple, la rue et les ondes. Là aussi, la fracture existe, mais elle reste contenue. Les jeunes se reconnaissent dans la franchise du visiteur. Les aînés rappellent la longue patience des institutions. Entre les deux, la majorité formule une demande simple, presque universelle, du respect dans les deux sens. Cette modulation change la portée de la séquence. Au lieu d'un conflit explosif, on observe une polarisation disciplinée, où les arguments remplacent, au moins par moment, l'invective. La conclusion provisoire tient en peu de mots. Quand le ton tient, le cadre tient. Tout commence comme une célébration. Et c'est précisément ce qui rend la bascule plus nette. Les tambours battent, les drapeaux flottent, la chaleur caribéenne colle aux épaules. À Émancipation Park, la foule attend un symbole. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, venu saluer des liens de diaspora et une idée simple, Africa Rising. Dans l'instant, l'événement ressemble à une scène de convergence, musique, mémoire, fierté. On applaudit avant même d'écouter, comme si la présence suffisait à valider la promesse d'une fraternité retrouvée. Puis vient le déclenchement. Au milieu du discours, la cadence se casse. Après avoir exalté l'unité africaine, Traoré pose une question qui change la température de la place. Qui contrôle vos lois? Qui façonne votre politique? La phrase en elle-même est courte, son effet, lui, est immédiat. Les applaudissements se figent et certains rires disparaissent, et l'on voit sur les visages un mélange d'admiration et de gêne. En une seconde, la frontière entre solidarité et jugement se brouille. Ce qui était un hommage devient un test de souveraineté devant une caméra. La montée en puissance ne se fait pas sur scène, mais en ligne. L'extrait circule, se découpe, se traduit. Sur X et TikTok, les clips deviennent slogans. Deux hashtags s'installent en duel. Hashtag Stand with Traoré monte, hashtag Respect Jamaica s'y oppose. Chacun simplifie l'épisode à son avantage. Ici, une parole libre qui bouscule la complaisance, là, une ingérence déguisée en fraternité. Les radios de Kingston rediffusent l'extrait en boucle. Les plateaux télé comparent les styles, audace contre retenue, feu contre calme. La tension numérique prend la place de la nuance. Et la polémique grossit non parce qu'elle est désolée complexe, mais parce qu'elle est facile à polariser. Dans les couloirs du Parlement jamaïcain, l'hésitation est d'abord tactique. Répondre vite, c'est risquer d'offrir un duel d'ego. Ne pas répondre, c'est laisser l'impression d'un acquiescement. Entre les deux, une option s'impose. Attendre. 48 heures. Ce silence devient un langage. Il dit: nous honorons l'Afrique, mais nous gardons notre maison. Il dit aussi: nous ne jouerons pas le tempo que les réseaux imposent. À ce stade, l'événement a déjà dépassé le protocole. Il est devenu une épreuve de maîtrise publique. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré continue sa tournée. À Accra, il évoque l'unité sans tutelle et l'affaire jamaïcaine le suit comme une ombre. Chaque phrase est relue à la lumière de la précédente. Ce qu'il pensait être un moment d'authenticité devient un cas d'école diplomatique. La presse internationale en fait un récit prêt à consommer. Un président charismatique provoque, une île répond. Mais la réalité, elle, se joue dans l'intervalle, dans cette respiration de 2 jours où chacun observe l'autre. Quand la réplique institutionnelle arrive enfin, elle rompt le suspense sans rompre la fraternité. Le Premier ministre jamaïcain apparaît à la télévision et décentre la scène. Il ne dit pas offense, il dit principe. Il ne cherche pas la victoire verbale. Il réaffirme la pratique démocratique, la souveraineté comme discipline. Cette posture requalifie l'incident. Moins un affrontement qu'une mise au point. La rue écoute, les éditoriaux réévaluent
et peu à peu, la tension baisse, non par oubli, mais par cadre. C'est là que le récit entre dans sa phase la plus intéressante. Si la polémique a mis le feu, la retenue a-t-elle contrôlé l'oxygène? Pour mesurer l'impact, partons d'un repère simple. Avant le discours d'Ibrahim Traoré, 68% des sondés jamaïcains disaient ne pas suivre l'actualité africaine. 2 semaines plus tard, ce taux tombe à 51%. Autrement dit, l'orgueil piqué transforme l'indifférence en attention durable. Ce premier delta ne raconte pas une conversion idéologique. Il raconte une mécanique humaine. Lorsqu'une dignité collective se sent jaugée, la curiosité se réveille, même chez ceux qui ne regardaient pas. La controverse sert alors de porte d'entrée. Elle ne force pas l'adhésion, elle force la vigilance. Et dans un monde saturé de signaux, l'attention est déjà une monnaie politique. Deuxième mesure. La couverture médiatique. Entre le 12 et le 20 août, 432 articles et chroniques mentionnent la Jamaïque et le Burkina Faso dans le même titre, contre 37 la semaine précédente, soit un delta de plus 1067%. Autrement dit, un choc symbolique suffit à déplacer la focale des grandes rédactions. Ce chiffre est plus qu'une preuve d'emballement. Il indique une asymétrie nouvelle. Des États considérés comme périphériques peuvent saturer le centre médiatique par un seul échange de mots. Ici, aucune crise économique, aucune rupture d'accord, aucun incident armé. Et pourtant, l'intensité de la tension ressemble à celle d'une crise réelle. Cela signifie que le récit devient un théâtre stratégique. Ce qui compte n'est pas seulement ce qui arrive, mais la manière dont cela s'imprime en images et se partage en formules. La Jamaïque, en tenant son cadre, montre que la souveraineté peut être performée sans agressivité. Le Burkina Faso, par l'audace initiale, montre que la parole directe peut traverser des continents. Troisième indicateur, la dynamique numérique. Les mots-clés liés à la souveraineté jamaïcaine génèrent 2,8 millions d'interactions en 72 heures contre une moyenne hebdomadaire de 400 000, soit près de 7 fois plus. Autrement dit, les symboles voyagent plus vite que les institutions traditionnelles. Mais le volume ne suffit pas à comprendre les faits. Ce qui compte, c'est la texture du débat. Le récit souligne qu'une part significative des messages emploie les termes respect, dignité ou égalité dans un contexte non conflictuel. Autrement dit, la vague n'a pas produit seulement de la colère, elle a aussi produit une demande de clarification. Les réseaux, souvent accusés d'enflammer, deviennent ici une arène où l'on négocie des définitions. Qu'est-ce qu'une fraternité qui ne ressemble pas à une tutelle? Où finit la solidarité? Où commence l'ingérence? Ces questions répétées deviennent un apprentissage collectif. Les données, prises ensemble, dessinent une trajectoire cohérente. 68 vers 50 et 1, c'est la curiosité qui prend le pas sur l'indifférence. 37 vers 432, c'est la démonstration qu'un échange entre petites nations peut capter l'espace mondial. 400 000 vers 2,8 millions, c'est la preuve que la diplomatie contemporaine s'écrit aussi dans la simultanéité émotionnelle. Derrière ces deltas, une leçon émerge. La puissance narrative ne dépend pas seulement des budgets ou des alliances, mais de la capacité à contrôler le tempo, à tenir le ton et à laisser les chiffres parler sans surjouer. Et quand les nombres se taisent, l'effet demeure. Une audience élargie, un débat déplacé, une souveraineté reformulée. Deux courants dominent déjà l'analyse de cette séquence et il faut les présenter avec honnêteté avant de trancher. Le premier courant, favorable à Ibrahim Traoré, voit dans sa franchise un électrochoc nécessaire.
Pour ces observateurs, la diplomatie africaine a longtemps été corsetée par une prudence qui, à force de ménager tout le monde, finit par ne déranger personne. Ils interprètent la question posée à Émancipation Park comme une manière de remettre l'égalité au centre. Rappeler qu'une fraternité sincère suppose aussi le droit de dire ce qui blesse ou ce qui manque. Dans cette lecture, le ton abrupt n'est pas une maladresse, mais une stratégie. Produire une secousse symbolique afin de forcer un débat que les rituels d'amitié évitent fort souvent. Ils ajoutent que l'écho régional, notamment chez des étudiants et des commentateurs ouest-africains, montre l'appétit pour une parole moins codée, plus directe, qui refuse les demi-mots. Le second courant défend la posture jamaïcaine et renverse l'accusation. La retenue n'est pas faiblesse, c'est discipline politique. Ceux qui soutiennent cette ligne rappellent que les institutions ne se prouvent pas par des slogans, mais par la capacité à rester stable sous pression. Répondre immédiatement, disent-ils, aurait offert exactement ce que les réseaux réclament. Un duel d'ego, une escalade, un théâtre. À l'inverse, attendre 48 heures a transformé un incident en leçon de souveraineté pratique. La réponse télévisée, calme et cadrée, aurait donc protégé la maison sans humilier l'invité et montré qu'une démocratie mature se mesure à sa maîtrise du tempo. À ce stade, la meilleure synthèse n'est pas un compromis mou, mais un constat. Les deux camps décrivent une force réelle. La franchise peut réveiller une conscience. La retenue peut sauver un cadre. Mais il y a une objection décisive au premier courant. Un rappel d'égalité, lorsqu'il est formulé comme un examen public de l'autre, risque d'être perçu comme une mise en scène de supériorité. Et il y a une objection au second courant. La maîtrise du ton, si elle devient pure technique, peut être lue comme une manière d'éviter le fond. C'est justement là que l'épisode gagne en valeur. La controverse révèle une complémentarité involontaire. Sans la question provocatrice, la Jamaïque n'aurait peut-être pas reformulé si clairement son principe. Sans la réponse posée, l'audace serait restée simple polémique. Le contraste fait émerger une règle. Le courage a besoin d'une méthode pour ne pas devenir domination. Le calme devient une arme. Au moment où la polémique semble s'épuiser, un basculement discret s'opère. La tempête médiatique baisse, mais l'attention, elle, reste fixée sur la Jamaïque. Le récit change alors de nature. On ne parle plus seulement d'un propos jugé trop abrupt. On observe une stratégie de ton, un choix de rythme, une manière d'enlever au conflit son carburant. Le Premier ministre jamaïcain, sans élever la voix, transforme la controverse en leçon de méthode. Sa posture rappelle que la dignité ne se proclame pas comme un slogan. Elle se pratique et se prouve dans la durée. Ce déplacement est essentiel, car il retire à l'épisode son apparence de duel et le convertit en conversation différée. Deux styles, deux continents, une même obsession du respect. Face à cette ligne, Ibrahim Traoré ne surenchérit pas. Le silence devient contrepoint. L'audace initiale ne se prolonge pas en escalade. Elle se laisse encadrer par la réponse institutionnelle. Le public, surpris, relit la scène non plus comme une querelle, mais comme un test de maturité politique où l'on apprend à parler fort sans mépriser et à répondre sans humilier. À cet instant médian, la question centrale se reformule. Peut-on élever sa nation sans abaisser celle de l'autre? D'abord, il y a les États et les gouvernements. Celui des États et des gouvernements. Dans les capitales caribéennes, l'échange entre Ibrahim Traoré et le Premier ministre jamaïcain a cessé d'être une simple polémique. Il est devenu un rappel collectif. Haïti, Trinité et Tobago, Barbade. Les plateaux politiques ont rouvert un débat rarement posé avec autant de netteté. Comment parler d'égal à égal sans importer une hiérarchie déguisée? Un signe illustre cette onde.
7 communiqués conjoints publiés en 10 jours autour du thème Respect and Partnership. Le fait marquant n'est pas le contenu, mais la vitesse. Une coordination diplomatique sans crise formelle déclenchée par un choc symbolique. Ensuite viennent les diplomates et les appareils d'État. Celui des diplomates et des appareils d'État. À New York, lors de réunions informelles à l'ONU, des représentants africains ont cité le cas jamaïcain comme exemple d'équilibre postcolonial. Du côté burkinabé, un indicateur circule, une hausse de 12% des demandes de rendez-vous bilatéraux selon le registre officiel du ministère des Affaires étrangères. Dans les couloirs, on parle d'une école du respect mutuel, l'idée qu'un désaccord public peut devenir laboratoire plutôt que fracture. La posture jamaïcaine a offert un manuel de tempo, celle d'Ibrahim Traoré a offert un test de sincérité. Ensemble, elles ont créé un canal inattendu, une diplomatie du dialogue franc mais sans hostilité. Puis, la nouvelle génération, celui de la nouvelle génération. Les réseaux caribéens et ouest-africains se sont transformés en amphithéâtre de civisme. En Jamaïque, un sondage universitaire indique que 62% des étudiants ont regardé au moins un extrait du discours de Traoré. À Ouagadougou, des clubs de débat ont repris la scène comme étude de rhétorique. Comment parler fort sans mépriser? Comment écouter sans plier? Ce qui circule n'est pas seulement une indignation, c'est une pédagogie. Le contraste entre feu et calme devient un modèle d'apprentissage, presque un exercice de diction politique. La controverse, au lieu de se dissoudre, se convertit en vocabulaire. Dignité, respect, égalité, souveraineté, des mots disputés, donc vivants. Enfin, la région élargie et les écosystèmes d'influence. Celui de la région élargie et des écosystèmes d'influence. Dans la zone atlantique, des observatoires économiques enregistrent un effet d'image. Plus 6% de couverture médiatique positive sur les relations Sud-Sud. Les organisations régionales, comme CARICOM et CEDEAO, évoquent la possibilité d'un forum afro-caribéen permanent. Et rien n'est signé, mais le climat change. Le dialogue n'est plus défensif, il devient prospectif. Au-delà des chiffres, un état d'esprit s'installe. La fierté cesse d'être un mur, elle devient passerelle. Ces 4 blocs dessinent un même motif. La parole a cessé d'être performance pour redevenir outil politique. Et dans cette redéfinition, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un nom. Il devient un catalyseur, celui qui, par excès de franchise, a forcé 2 continents à réapprendre la mesure. Premier scénario, celui de la trajectoire de base. Les relations entre la Jamaïque et le Burkina Faso poursuivent une normalisation prudente, sans éclat mais sans rupture. Les échanges culturels et universitaires amorcés après l'épisode se consolident à bas bruit. Programme jeunesse, dialogue civique, rencontres entre chercheurs. La Jamaïque maintient sa ligne de dignité active fondée sur la transparence et la participation citoyenne et continue d'utiliser le tempo comme outil de souveraineté. Du côté burkinabé, la rhétorique d'Ibrahim Traoré se stabilise. Le ton reste indépendantiste, mais les passerelles concrètes prennent le pas sur la provocation symbolique. Dans ce scénario, la polémique initiale devient un précédent utile. Chacun sait désormais où se trouve la limite et comment la rappeler sans humilier. Deuxième scénario, la version optimiste. L'incident se transforme en catalyseur institutionnel. CARICOM et CEDEAO, encouragés par l'attention médiatique et par l'appétit de la jeunesse, installent un cadre régulier de discussion afro-caribéenne. La diplomatie de la dignité jamaïcaine devient un modèle pédagogique, est repris dans des ateliers publics, et la scène d'émancipation Parc est enseignée comme étude de cas, parler sans dominer, répondre sans écraser.
Dans cette trajectoire lumineuse, l'influence d'Ibrahim Traoré s'élargit. De président charismatique, il devient référence générationnelle sur la question du récit post-colonial. Non parce qu'il a gagné un duel, mais parce qu'il a forcé une conversation globale. La coopération se nourrit alors de symboles maîtrisés et la parole devient un outil de croissance civique, pas un déclencheur de fracture. Troisième scénario, la version adverse. Les susceptibilités diplomatiques prennent le dessus. Une phrase sortie de son contexte, un malentendu autour d'un projet économique ou d'une visite future, et le débat s'enflamme à nouveau. La presse internationale réduit l'affaire à une rivalité d'ego, effaçant les nuances. Les opinions publiques se crispent, la défiance numérique remonte, les échanges se gèlent. Le risque principal est simple, que la sincérité devienne soupçon, que la fierté remplace la compréhension et que la patience jamaïcaine soit lue comme une ruse plutôt que comme une méthode. Une recommandation s'impose alors. Entre ces chemins, la clé n'est ni l'optimisme ni la peur, mais la constance. Traiter la dignité comme une ressource à entretenir, pas comme un drapeau à brandir. Si les mots d'un soir ont soulevé la mer, seule la discipline du tempo permet de la naviguer. Sous la surface diplomatique, l'épisode a touché un espace plus intime, la conscience citoyenne. Dans les rues de Kingston, les conversations se sont déplacées des personnes vers les principes, des vendeurs de marché, des enseignants. Des chauffeurs de taxi ont discuté non pas de qui a gagné, mais de ce que signifie être respecté. Le choc n'a pas seulement créé un débat international, il a créé un miroir local où chacun reconnaît une tension familière. Comment affirmer une frontière sans humilier l'autre? Comment dire non sans perdre la main? Pour un premier public, celui qui se sent souvent jugé de l'extérieur, la réponse jamaïcaine a donné une forme de protection psychologique. Elle a dit: la dignité n'est pas un cri, c'est une tenue. Dans les foyers, ce message se traduit en gestes simples: attendre avant de répondre, clarifier avant d'accuser, refuser la surenchère. Le fait que la réplique soit venue après 48 heures a rendu la leçon plus crédible parce qu'elle ressemble à une discipline, pas à une improvisation. Pour un second public, plus jeune et plus connecté, la séquence est devenue un outil d'apprentissage. Les extraits circulent comme des exercices. Repérer un ton, une respiration, une intention. On compare une phrase tranchante à une phrase calme et l'on débat. Où est la force réelle, dans l'impact immédiat ou dans la durée? Cette appropriation transforme la polémique en pédagogie civique, et c'est là l'effet le plus durable. La possibilité de réfléchir à la souveraineté sans la réduire à un drapeau. Pour le spectateur extérieur, enfin, la scène propose deux habitudes à garder. Écouter avant de juger et parler pour construire. Ce sont des gestes modestes, mais répétés, ils deviennent une forme de pouvoir. Dans l'ombre du tumulte, les deux gouvernements transforment l'incident en plan de travail. Et cette bascule vers la méthode est peut-être le vrai tournant. L'idée n'est plus de répondre à un propos, mais d'empêcher que le prochain malentendu ne devienne un spectacle mondial. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré reste une figure pivot. Non parce qu'il dicte la suite, mais parce que sa phrase initiale a forcé la mise en place d'un protocole de dignité partagée. Première étape, clarifier les principes. Un groupe conjoint afro-caribéen rédige une charte sur la souveraineté partagée afin d'inscrire noir sur blanc que la fraternité ne s'oppose pas à l'autonomie. La valeur de ce document est d'éviter les interprétations à chaud. Il fixe des limites, des mots, des définitions. La validation est annoncée pour la fin du trimestre, ce qui donne un horizon concret au lieu d'une indignation sans fin. Deuxième étape, éduquer par le dialogue. Des ateliers d'éducation civique sont lancés dans des lycées jamaïcains et burkinabés
utilisant la séquence comme étude de cas. Deux styles, un même enjeu. L'objectif n'est pas de choisir un camp, mais d'apprendre une compétence, articuler une critique sans dénier l'autre, défendre une maison sans fermer la porte. Un indicateur est posé, le nombre d'établissements impliqués, avec un seuil d'au moins 120 avant 6 mois. Troisième étape, connecter les jeunes acteurs. Des bourses croisées financent des projets culturels et environnementaux portés par les ministères de la jeunesse avec un premier cycle annoncé pour avril. La mesure n'est pas seulement le nombre de projets, mais le taux de collaboration mixte dans les candidatures. La dignité devient une pratique collective. Quatrième étape, instituer un canal permanent. Un secrétariat afro-caribbean. Dialogue est préparé à Kingston pour filtrer les malentendus médiatiques avant qu'ils ne deviennent symboliques. Il doit publier un premier rapport sous 91 jours afin de produire une mémoire commune. Ce qui a été dit, ce qui a été compris et ce qui doit être corrigé. Cinquième étape, partager les résultats. Chaque semestre, une session publique expose les progrès du nombre de projets conjoints à la perception d'opinion. La transparence transforme la dignité en métrique, un indicateur de maturité démocratique. Ainsi, la réparation passe par la méthode, non par le spectacle, et l'épisode devient une compétence à entretenir. Le soir retombe sur Kingston, lourd et humide comme au lendemain du discours. Les lumières du Parlement se reflètent sur une ville qui n'a pas oublié, mais qui a appris à respirer. Ce qui reste de cette histoire n'est pas le tumulte des réseaux, ni la compétition des hashtags. C'est la tenue et la façon dont une nation a refusé de se laisser définir par une blessure. Dans une école de Saint Andrew, un enseignant projette la séquence télévisée du Premier ministre. Les élèves notent le ton, la respiration, la lenteur volontaire. Ensuite, il montre un extrait du discours d'Ibrahim Traoré, celui où la voix s'élève et où la fierté prend la place du protocole. Deux styles, deux tempéraments, un même fil, parler pour élever, non pour dominer. La scène d'Émancipation Park, qui semblait n'être qu'un moment d'excès, devient un matériau d'apprentissage, presque un exercice de citoyenneté. Le motif du calme revient comme un refrain discret. À mesure que les jours passent, on comprend que la force peut être douce, que la souveraineté peut être une discipline, et que la dignité n'a pas besoin d'un volume pour exister. Et la phrase qui ferme le cercle est simple. La dignité n'a pas besoin de bruit pour être entendue. L'histoire s'achève, mais sa résonance continue de voyager parce qu'elle touche à une question qui dépasse la Jamaïque et le Burkina Faso. Comment construire des alliances sans reproduire des asymétries? Ce face-à-face a montré que la diplomatie moderne ne se joue plus seulement dans les traités, mais dans les regards croisés, dans les mots retenus, dans la capacité à imposer un tempo au bruit mondial. Il a aussi rappelé qu'une controverse peut être autre chose qu'une fracture, une occasion de préciser des principes, d'éduquer et de transformer l'émotion en méthode. Dans ce cadre, la diplomatie de la dignité devient plus qu'une formule. Elle devient un geste social. Refuser l'humiliation, refuser l'escalade et laisser la force se mesurer à la constance. Entre la tempête des mots et la sagesse du silence, il existe un espace où les nations mûrissent. Alors, à vous maintenant, que retenez-vous de cette séquence? La franchise qui secoue ou le calme qui cadre?